Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est une émission pleine d'émotions et d'harmonie que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous dire que j'aime Puccini serait au-dessous de la réalité. Alors, évoquer Puccini en écoutant quelques grands airs et en compagnie d'Alain Duhaut, écoutez, c'est un véritable rêve, que voulez-vous. Le bonheur devrait être complet si l'on y ajoute toutes les splendeurs de la musique et des opéras du maître. Allez, musique maestro. Nous sommes en plein été 1875 à Lucques, une ville tranquille du nord-ouest de la Toscane. Parmi les élèves de l'institut musical de la ville figure un certain Giacomo Puccini qui est âgé de 16 ans. Ce jeune homme brun aux yeux sombres, bien que très doué, s'est attiré depuis l'enfance une réputation de garçon remuant. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, il a parfois du mal avec les règles, avec les cadres. Il descend d'une famille modeste de compositeurs de musique sacrée, assez établis localement. On peut dire que son chemin comme ça a l'air plutôt tracé, à un détail près. Son attrait pour la musique profane. Quand Giacomo entend dire que l'Aïda de Giuseppe Verdi doit être jouée dans la ville voisine, la ville de Pise, alors il se dit qu'il n'y a aucun moyen qu'il manque une occasion pareille. Problème, il n'est pas assez riche pour financer le voyage. Qu'à cela ne tienne, il ira à pied. Il faut parcourir de longs kilomètres, franchir un col, mais enfin il atteint son but. Même s'il n'a pas de billet, il parvient à entrer comme il peut, à se faufiler dans la salle de spectacle. Il s'installe, le silence se fait, les premières notes retentissent et pour lui, c'est l'émerveillement. Giacomo est bouleversé par la puissance de cet opéra d'Aïda. C'est Jacques Janssen qui le raconte. Sur le chemin du retour, avec encore dans les oreilles l'air fameux « Ô céleste Aïda », « Ô céleste », bon, je vais pas me mettre à chanter là maintenant, il savait désormais à quoi il consacrerait son existence. Il suivrait la voie tracée par le vieux Verdi, le maître de la musique lyrique. Dans la nuit tiède, il prit les étoiles à témoin de sa résolution. C'est toujours très important quand vous prenez les étoiles à témoin. Giacomo sait qu'il doit énormément travailler et dès lors il ne se ménage pas. Il est fidèle à l'héritage familial, bien sûr, donc il ne va pas délaisser pour autant la musique sacrée. Une messe qu'il compose obtient même un certain écho local, mais c'est l'opéra dont il rêve. Il sait qu'il ne pourra pas réaliser ce rêve s'il reste à Lucques. Il lui faut poursuivre des études d'un autre niveau et voilà pourquoi il a l'intention de se rendre à Milan. Seulement pour ça, il faut encore des moyens dont il ne dispose pas. Sa mère, Albina, le soutient. Elle croit en lui. Alors elle se lance. Elle envoie une lettre à la reine d'Italie en personne, Marguerite de Savoie. Elle plaide la cause de son fils. Il faut croire que la lettre a été bien écrite et que surtout elle a été écrite avec le cœur, puisque Giacomo obtient une gratification royale. Et c'est ainsi qu'à 21 ans, il quitte la Toscane, sa Toscane natale, à la poursuite de son rêve. Ses amis l'accompagnent sur le quai de la gare, nous raconte Alain Duhaut, en lui chantant le fameux air d'Aïda, Ritorna vincitor, reviens, vainqueur, reviens-nous, d'une certaine manière. Comme Verdi, quelques années plus tôt, le jeune Lucquois se présente au conservatoire, ce conservatoire qui en son temps a refusé Verdi. Plus chanceux, le jeune Puccini y est accueilli à l'unanimité du jury avec en particulier un joli prélude symphonique qu'il a composé pour l'occasion. L'atmosphère milanaise va offrir tout ce dont peut rêver un jeune apprenti compositeur. Giacomo parle musique avec ses camarades, il assiste à des représentations d'opéra, vous imaginez, pour lui c'est le bonheur. Il étudie avec les plus brillants professeurs, il y a des tentations aussi à Milan et on peut dire de Giacomo qu'il y succombe assez volontiers. Il va mener même une sorte de vie de bohème, on le voit souvent au café et pour courtiser quelques demoiselles, il lui arrive de dépenser l'argent qu'il ne possède pas. Ça ne l'empêche pas de cultiver son talent. À 25 ans, il en a fini avec les études, le voilà dans le grand bain, si je puis dire, mais il est loin d'y être le seul à vouloir nager. S'il veut percer, il lui faut un coup d'éclat. Alors il s'engage dans un concours d'opéra lancé par un éditeur de musique, Sonzonio. C'est l'occasion à saisir. Il a un gros retard au moment où il se lance. Il faut choisir un sujet, disposer d'un livret. Évidemment, on ne peut pas écrire ça comme ça. Et puis surtout, il faut composer la musique. C'est un travail colossal dans lequel il va jeter toutes ses forces.
L'opéra s'appellera Les Villi. Il avance vite et bien. Ce que Giacomo ignore sans doute, c'est que ce genre de concours peut se jouer sur de toute autre considération. Et de nouveau Alain Duhaut. Alors qu'il y travaille, Puccini rencontre l'éditeur de Verdi et Rossini, Giulio Ricordi, qui est à la recherche d'un jeune poulain à lancer. Ricordi comprend aussitôt que ce jeune Puccini est l'homme qu'il recherche. Il intrigue donc en sous-main pour le faire recaler au concours afin qu'il échappe à Sonzogno, son rival. Eh oui, voilà les choses comme elles se font. Giacomo échoue donc, évidemment, vous l'avez compris, mais il est peut-être en vérité le vrai gagnant de toute cette affaire, et d'autant plus que ce premier opéra composé par lui attire l'attention, au point qu'il obtienne de le présenter au Teatro del Verme de Milan en mai 1884. Le succès est au rendez-vous. 18 rappels. Giacomo n'en croit pas ses oreilles. Il est fou de joie. Il écrit à sa mère « Succès étonnant, au-delà de toute attente ». Giulio Ricordi a eu raison de parier sur ce poulain-ci. Il lui commande sans tarder un nouvel opéra. Sa carrière commence bien. Reste maintenant pour Giacomo Puccini à confirmer les étonnantes dispositions dont il a étonné son entourage. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand, cet après-midi, vous nous racontez la vie de Giacomo Puccini. Nous sommes à la fin du 19e siècle, une vie prodigieuse. Alors nous venons de le voir, il vient de se faire remarquer à Milan avec un premier opéra. Sa carrière semble sur la bonne voie, bien lancée. Alors avant de savoir si Puccini, et on le sait déjà un petit peu grâce à l'histoire, va transformer l'essai, je me pose quand même une question. Quels étaient les grands noms à l'époque, à la fin du 19e siècle, les grands noms de l'opéra ? Évidemment d'abord Verdi, je vous l'ai dit. Avec l'Aïda. C'est évident, notamment. Verdi à l'époque est déjà âgé, mais il reste actif. La première de son opéra Othello a lieu en 1887. Il ne mourra qu'en 1901, Verdi, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Il avait 87 ans au moment de sa mort. Alors il y a d'autres grands compositeurs, on ne va pas tous les faire, dans différents pays, bien entendu. Massenet, l'auteur de Manon notamment, et de Werther, etc. En France, Werther 1892, vous voyez, Léo Delibes, bien entendu, Lacmé. Et puis alors, il faudrait aller dans les autres pays, pourquoi pas en Russie, par exemple, à la recherche de Tchaïkovski et de sa Dame de Pique, 1890. Vous voyez, bon, c'est une période faste pour l'opéra. Seulement, Giacomo Puccini a du talent et il a bien l'intention, au milieu de tous ces grands noms, de faire le sien. C'est une route dont il sait qu'elle sera semée d'embûches, bien entendu. Les peines succèdent souvent aux joies, et peu après qu'Albina Puccini a appris le premier grand succès de son fils sur cette scène milanaise, sa santé se met à se dégrader, comme si elle n'avait tenu que pour entendre cela. Giacomo accourt évidemment auprès de sa famille. Il peut revoir cette mère qui l'a tant encouragé, tant aimé. Elle est le secret sans doute de cette carrière-là. Nous poserons tout à l'heure la question à Alain Duhaut. En tout cas, il est auprès d'elle quand elle s'éteint en juillet 1884, et pour lui c'est un bouleversement considérable, vous l'imaginez. Il doute même de pouvoir reprendre le cours normal de sa vie. Il décide de rester un petit peu en Toscane, et on voit déjà une tentation qui ensuite ne quittera jamais vraiment Giacomo, celle d'une vie plus calme, plus douce, loin de toutes les tentations possibles, loin de l'agitation et de la rumeur milanaise. Ça ne veut pas dire une vie isolée ou ennuyeuse, puisque c'est à cette époque que Giacomo va rencontrer Elvira Gimignani, cette jeune femme charmante qu'un séducteur comme lui n'a pu que remarquer au premier coup d'œil. Le mari de la belle, parce qu'elle est mariée, demande au musicien de lui donner des leçons de musique. Ah là 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 là, il a fait entrer le loup dans la bergerie. Je cite encore Alain Duhaut. Ce jeune Puccini fera l'affaire, pense le mari étourdi. Ah, il va faire l'affaire, il va même très bien la faire, naviguant entre Milan et Lucques avec une insistance qui fait très vite comprendre à tous, sauf au mari, c'est généralement comme ça, que de leçons de piano, on est passé à de la musique de chambre. Scandale, scandale énorme même, quand, poussant son avantage, le jeune Puccini convainc la belle Elvira d'abandonner son mari pour partir avec lui. Et pendant ce temps, il continue à travailler, bien entendu. Il lui faut 5 ans pour venir à bout de sa nouvelle œuvre, Edgar. Or, quand elle est présentée à la Scala,
Bon, on peut pas dire que ce soit un grand succès. L'accueil est pour le moins frais. Vous savez que le public de la Scala, c'est tout noir ou tout blanc. C'est on fait rarement dans la nuance. Si Giacomo veut s'imposer, il doit proposer autre chose. Il choisit de bâtir un opéra à partir de l'œuvre de l'abbé Prévost, Manon Lescaut. Face à ceux qui lui signalent qu'en France, Jules Massenet, justement, a eu la même idée, il dit « Pourquoi n'y aurait-il pas 2 opéras sur Manon ? Une femme comme elle peut avoir plus d'un amoureux ?» Déjà, autour de cette époque, Giacomo travaille le plus possible à Torre-del-Lago, un paisible village toscan, dans ce lieu qui lui convient et qui lui ressemble d'une certaine manière, dans ce lieu plein de charme. Il trouve un équilibre, il pêche, il chasse, on le voit de temps en temps traîner au troquet. C'est un homme très sain finalement. Les relations avec Elvira sont compliquées. La jeune femme multiplie les scènes, elle le soupçonne de le tromper, entre nous soit dit, elle ne doit pas avoir tellement tort, et pour le pousser à composer, il arrive qu'elle l'enferme littéralement dans son bureau. Ça fait des disputes qui n'en finissent pas, mais le couple tient bon néanmoins. Il y aura même un fils qui va naître, Tonio. Et après plusieurs années de travail un peu compliqué, vous l'aurez compris, c'est la première de Manon Lescaut à Turin, février 1893. Giacomo a 34 ans là maintenant quand même. On peut dire pour lui le moment est décisif. Alors, le rideau se lève, les spectateurs sont là, ils écoutent et voilà ce qu'ils entendent. Ce n'est pas Roberto Alagna qu'entendent les spectateurs de l'époque, mais ça doit pas être mal non plus. Chair de poule, triomphe extraordinaire, une date on peut le dire dans l'histoire de l'opéra. Ça y est, notre Giacomo a réussi à s'imposer et ça va être le début d'une série de chefs-d'œuvre avec à chaque fois de longues périodes de gestation quand même. Alors quand je dis des chefs-d'œuvre, tenez-vous bien, La Bohème en 1896, Tosca 4 ans plus tard, Madame Butterfly en 1904, des œuvres très critiquées souvent lorsqu'elles paraissent, mais qui emballent littéralement le public, comme le relève Jacques Janssen au sujet de Madame Butterfly. Giacomo hausse les épaules lorsqu'il entend des critiques trop sévères. Bon, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, dit-il, c'est quand même ce que j'ai écrit de mieux, et en plus il est lucide sur lui-même, vous imaginez ça? Il peut se permettre de ne pas s'inquiéter outre mesure. Désormais, il est un des plus grands compositeurs du monde, son talent est universellement reconnu, et le défi maintenant, ça va être de trouver de nouvelles inspirations. Alors, et s'il allait chercher plus loin, pourquoi pas du côté de l'Amérique? Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. C'est au cœur de la vie de Giacomo Puccini que vous nous emmenez cet après-midi. Franck, alors on l'a vu, il est devenu l'un des compositeurs les plus célèbres du monde. Et pourquoi pas aller de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Il faut l'imaginer avec des traits un peu vieillissants là maintenant, une bonne bedaine, il faut le dire. Il a une certaine tendance à l'embonpoint. Il est très établi. Beaucoup de grands sujets lui ont été proposés au cours des années. Les Misérables de Victor Hugo, Anna Karénine, Le Roi Lear. Enfin, bien sûr, on prend dans tous les grands drames, sans provoquer vraiment en lui d'enthousiasme débordant. Et effectivement, c'est aux États-Unis qu'il va aller chercher l'inspiration. Ça aboutit à une œuvre très audacieuse, une sorte de western spaghetti, si j'ose dire avant la lettre, La Fanciulla del West, un truc absolument inouï. C'est présenté à New York en 1910. Entre-temps, un nouveau scandale personnel a quand même éclaboussé Puccini. La jalousie d'Elvira ne s'est pas calmée, même après que le compositeur l'a enfin épousée. Et ses soupçons, on l'a dit, ne sont pas sans fondement, même s'ils ne sont pas toujours dirigés à l'encontre des bonnes personnes. Elle se met à harceler une domestique nommée Doria. Elvira se montre très dure, la jeune fille vit un véritable enfer, et tellement qu'elle va finir par se suicider en 1909. Or, ce qu'il faut vous dire, c'est que Doria est accusée à tort. Elle n'avait pas de liaison avec le compositeur. La justice va se mêler de l'affaire. On a envie de dire tant mieux. Elvira est menacée de prison. Vous imaginez comme c'est compliqué tout ça à vivre pour Giacomo, qui se résout à payer cher les proches de Doria pour étouffer l'affaire, comme on dit. Alors, d'un point de vue professionnel, à cette époque, Giacomo semble de nouveau se chercher un peu. Il va se lancer dans un triptyque, 3 histoires en un acte, dont le 3e volet, Gianni Schicchi, va comporter un air que tout le monde connaît.
très difficile de parler sur la voix de la divine Montserrat qui nous emporte littéralement comme Giacomo emporte le public de New York en cette fin 1918. L'accumulation du succès néanmoins n'a pas l'air de combler vraiment Puccini qui est entré maintenant dans la soixantaine. Je vais un peu vite évidemment, hein. Il vit douloureusement son déclin physique, il fume constamment, il fume comme un pompier si j'ose dire, il est atteint de diabète. L'idée de la mort obsédait le musicien, nous dit Jacques Janssens. Il se montrait triste, désabusé. Au fond, malgré la présence à ses côtés de sa femme et de son fils, Puccini était un homme très seul. Il lui arrivait de soupirer. Les gens disent « il est riche, bien portant, célèbre, voilà un homme heureux », comme il se trompe. Le succès, ce qu'on nomme le succès, ne fait que rendre plus profonde la peine et la tristesse de l'esprit. Très important, on essaiera de comprendre ça dans un instant. En 1920, le voilà qui s'attelle à nouveau à un grand opéra. Cette fois, ça va être Turandot, centré sur l'histoire de cette princesse cruelle, vous savez, avec comme pendant positif l'esclave Liu. Liu, pour qui il a pu s'inspirer en partie du drame de sa fameuse servante Doria, vous savez. Alors là, on est en Extrême-Orient, hein. Une fois encore, Giacomo peine à avancer. Sa santé inquiète toujours plus, il a notamment mal à la gorge. À première vue, on se dit « oh, c'est pas grand-chose », mais en fait, si, il s'agit d'un cancer. En novembre 1924, son mal a progressé. Giacomo part pour Bruxelles, voir un médecin dont on pense qu'il pourrait l'aider. 2 opérations sont tentées, des très grosses, très lourdes opérations. Son corps est soumis à trop rude épreuve et le 28 novembre, son cœur l'abandonne. Il meurt donc le 28 novembre 1924 après une nuit pénible. Je cite enfin Alain Duhaut. Sur son lit, on retrouve les esquisses du duo d'amour et du final de Turandot. La dernière page terminée et orchestrée est la mort de la servante. Liu peut être la page la plus bouleversante de toute la partition. À la création de l'opéra à la Scala, le 25 avril 1926, Toscanini, qui dirigeait, posa sa baguette après cette mort de Liu et, se retournant vers le public, dit simplement « Ici s'achève l'opéra du maestro. Il en était là quand il est mort. » Un grand silence se fit dans la salle, tandis qu'on baissait le rideau lentement, et tout à coup, quelqu'un cria « Vive Puccini !» Et là, les applaudissements crépitèrent. Bonjour Alain Duhaut. Bonjour Franck Ferrand. On a toujours quelques scrupules à interrompre José Carreras dans Nessun Dorma, vous imaginez ça. Nous venons dans un instant avec vous sur les grandes questions que pose la vie de Puccini. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, nous sommes au cœur de l'histoire de Giacomo Puccini, au cœur de son destin, mais au cœur de sa musique également. Et nous allons plus loin avec votre invité. Vous recevez Alain Duhaut. Il est auteur du dictionnaire amoureux illustré de l'opéra, paru chez Grund. Et on peut dire, Alain Duhaut, que Puccini est au cœur de ce dictionnaire, bien entendu, comme il est au cœur de l'opéra. C'est un des plus grands noms qui soit. Il est bien sûr au cœur de l'histoire de l'opéra. Il y a, disons, dans l'histoire de l'opéra, quelques grands noms, Mozart, Verdi, Wagner et Puccini. C'est ceux qui se scandent, voilà, c'est ceux qui scandent le chemin de tous les amateurs d'art lyrique, bien évidemment. Et bien évidemment, j'ai écrit la vie de Puccini dans ce dictionnaire, mais aussi des gros plans sur quelques-unes des œuvres dont vous venez de parler tout à fait justement. On a l'impression d'un homme qui est à la fois très versé dans son art, bien sûr, qui se consacre totalement à la musique, mais qui n'oublie pas de vivre à côté de ça. C'est ce qui frappe dans cette biographie, c'est que c'est une vie quasiment, j'allais dire une vie ordinaire. Tout à fait. Quand vous comparez le nombre d'opéras composés par Puccini à celui composé par Verdi, vous voyez la différence. Une petite dizaine pour Puccini, 28 pour Verdi. Et pourquoi ? Parce que Verdi était dans l'obsession de la composition. Musique en permanence. Ce qui rend sa vie pas très amusante à raconter. Ça devient plus politique, disons. Voilà, disons pour la deuxième partie, quand il devient député, c'est ça, autre chose. Oui. Tandis que Puccini, il aimait la vie. Il aimait la vie probablement aussi parce qu'il faut jamais oublier qu'il était orphelin très tôt. Son père est mort quand il avait 5 ans. Il a été élevé par son oncle. Et il était sans doute dans une frustration de cette vie familiale
qu'il n'avait pas véritablement connue, et il a voulu ensuite la reproduire. Et vous avez dit très justement qu'il a choisi Torre del Lago, ce petit village au bord du lac de Mazzuccoli, où il a d'abord acheté une petite maison, puis ensuite il s'est fait construire une maison qu'on peut d'ailleurs visiter aujourd'hui. Je vous signale qu'elle est ouverte et que si vous avez de la chance, il y a très souvent la petite fille de Puccini qui est là et qui vous fait visiter la maison. C'est tout à fait extraordinaire. Rien n'a changé à l'intérieur de la maison. Et il y a surtout cette pièce où il y a le piano droit noir avec les porte-bougies et à côté une sorte de table sur laquelle, avec son siège tournant, il pouvait passer du piano à la partition pour noter aussitôt ce qu'il venait d'essayer au piano. Permanent. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et puis il y a, par rapport à la vie, une autre pièce qui est importante dans cette maison, c'est la pièce du fond, qui est la pièce consacrée à la chasse. Parce que c'était un chasseur passionné, et ça a été une des raisons de son lien avec tous les hommes de cette région, de cette commune et de cette région, parce qu'il s'est lié avec eux à travers la chasse et à travers les bamboches qu'on fait après la chasse pour fêter les animaux qu'on a tués ou pas tués. C'était un homme du terroir, de la douceur toscane, et le voilà dans cette Italie du Nord, à Milan, qui n'est pas... Alors bien sûr, c'est la ville indispensable pour un musicien, il fallait qu'il passe par là, mais ça n'est pas tendre quand même. Non, ça n'est pas tendre, mais simplement ce qui est amusant, c'est qu'au fond, il va vivre quelque chose d'assez étonnant à Milan. Bien sûr, il va au conservatoire, mais il va surtout passer beaucoup de temps à la Scala et au Teatro del Verme dont vous avez parlé. Et le Teatro del Verme, c'est beaucoup plus important pour lui, parce que à la Scala, on donne les opéras traditionnels, au Teatro del Verme, on donne les créations. C'est là, par exemple, qu'il va avoir le choc de Carmen. Et Carmen, pour lui, ça va être quelque chose de tout à fait étonnant. Ça va lui révéler une sorte de vérité humaine à travers l'opéra, une vérité humaine qu'il va essayer lui-même de retrouver. Et puis il y a ce groupe auquel il appartient, sorte de punk de l'époque, qui s'appelle eux-mêmes les Hirsutes, parce qu'ils se décoiffent volontiers. On les imagine assez bien. Et là, ils passent leur temps à manger, à boire, à avoir des aventures galantes, et même à prendre ce qu'on appelle à l'époque des substances stupéfiantes. Alors évidemment, il n'en parle pas à sa maman quand il lui écrit régulièrement ce qu'il fait à Milan, mais disons qu'il a une vie de bohème très agitée à ce moment-là, et d'une certaine manière, après cette parenthèse, eh bien, il voudra retrouver une vie plus ordonnée, plus organisée, et une vie où il pourra se consacrer à vivre et à composer. Il se consacre vite, tôt à l'opéra. Il ne fait pas partie de ces compositeurs qui viennent à l'opéra dans une deuxième partie de carrière. Non, il se consacre tôt à l'opéra. Vous avez d'ailleurs parlé de la messe qu'il compose à peine 20 ans, et c'est une messe quasiment qui est un premier opéra. Missa di Gloria, messe de gloire, et quand on l'entend, il y a des enregistrements, par exemple, un enregistrement avec José Carreras qu'on vient d'entendre, et on entend des airs d'opéra. Il y a cela en lui, il y a effectivement, vous l'avez rappelé, le choc d'Aïda, mais je crois qu'il y a, dans cette dynastie qui était consacrée à la mélodie, disons, religieuse, quelque chose est né en lui de plus grand, la volonté de s'épanouir dans l'opéra. Et c'est assez étonnant, d'ailleurs, ça montre à quel point Ricordi avait bien compris, parce que Ricordi, simplement à partir des esquisses, tout de suite. Il l'a repéré, il a fait ce que vous avez dit, cette petite magouille, pour lui dire, tu vois, Zanzogno, c'est pas bien, viens chez moi. Mais il avait compris qu'il y avait chez lui, et on le comprend aussi quand on entend le Villi, qu'il y a chez lui déjà une sorte de génie. Et ce génie, c'est le premier opéra. Le premier opéra. Mais ce génie, il est tout à fait particulier, parce qu'en quoi il se différencie de Verdi, et en quoi il continue Verdi? Eh bien, il continue Verdi dans l'idée de prendre des histoires qui sont des histoires qui ne viennent plus de la mythologie, mais qui sont des histoires du réel, mais il va poursuivre l'action de Verdi en développant la partie symphonique. Car ce qui est le génie de Puccini, c'est la force dramatique de l'orchestre, la force symphonique qui fait évidemment effet dans les beaux intermezzi, mais aussi comme partenaire de l'action vocale. Quand on entend Tosca, par exemple, les premières mesures de Tosca, à l'orchestre, il y a 3 mesures qui sont aussitôt la couleur du drame. Et ce drame qui est charnière, parce que dans la vie de Puccini, il y a tous ces opéras dont vous avez parlé, puis un autre qui est charnière, Tosca, parce qu'il se passe en 1900. C'est-à-dire que on est à l'héritage de tout le 19e siècle, bien sûr, et on se projette vers l'avenir. Et Tosca, curieusement, est un opéra qui va séduire aussi bien le grand public que Schoenberg ou Stravinsky qui en était fou. C'est ça, eh oui.
Puccini est le dernier des grands compositeurs d'opéra finalement. Mais pour moi, c'est le il y a dernier. Richard Strauss peut-être, mais, Mais c'est néanmoins le dernier des grands compositeurs d'opéra populaires. Car Richard Strauss compose des opéras magnifiques, du Chevalier la Rose à Electra et Salomé. C'est un peu moins populaire déjà. Mais c'est moins populaire. Les grandes émotions populaires, ce qu'on joue à la Scala, ce qu'on qu'on joue à Vérone. Le maître des émotions. Comment parvient-il comme ça à nous serrer le cœur et à faire éclater en sanglots littéralement? Parce que d'abord, il trouve les livrets qui sont adéquats. Et vous savez qu'il n'y a pas de bons opéras s'il n'y a pas un bon livret. Il sait ensuite les synthétiser. Et il a ce génie mélodique qui fait que dans les moments essentiels, il imagine des mélodies qui vous prennent le cœur et qu'il nappe de grands effets de cordes et d'harmonie. Alors il vrille la musique et d'un seul coup, paf, il la lâche comme ça, donc c'est un effet de libération. Vous savez, Franck, ce n'est pas un hasard si sa postérité s'est trouvée à Hollywood. Car les grands compositeurs de musique de films d'Hollywood, ce sont tous des enfants inspirés de Puccini. Korngold, par exemple, et beaucoup d'autres. On pourrait dire que d'une certaine manière, il a survécu dans la musique de film par la suite. Tout à fait. Quand on entend la musique d'Autant en emporte le vent, ça pourrait être du Puccini. Exactement, tout à fait. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Giacomo Puccini et Franck Ferrand et son invité Alain Duhaut l'ont dit il y a quelques minutes, c'était le dernier grand compositeur d'opéra populaire. Et le mot populaire est à retenir parce qu'évidemment c'est ce qui fait que certains critiques se sont permis à l'époque et plus étonnant, se permettent encore de faire un peu la fine bouche de temps en temps. Vous savez, c'est le paradoxe de Puccini. Il est adoré du public et en général méprisé des critiques et même parfois des directeurs d'opéra. On a eu un directeur d'opéra à Paris, Dieu et son âme, c'était Gérard Mortier, qui ne voulait pas afficher du Puccini parce qu'il considérait que ce n'était pas digne de l'opéra. Oui, c'est ça. Ça d'abord, je trouve que c'est pas tout à fait le rôle, mais c'est un autre problème. Mais je crois que le fait d'être populaire, par moment, pour certains puristes, constitue une tare. Alors que le génie de Puccini, c'est d'avoir justement renouvelé l'écriture musicale, mais en ayant la volonté d'aller chercher toujours le plaisir du public, et c'est le rôle d'un créateur. Il renouvelle l'inspiration par des livrets totalement inattendus, y compris cet opéra Far West quand même, qui est invraisemblable. Mais c'est aussi l'orchestration. La richesse de l'orchestration est extraordinaire. Alors que chez Verdi, ce qui est premier, c'est le sens mélodique. Chez Puccini, ce qui est bien sûr Maestro del Coro. Chez Puccini, c'est la richesse, la somptuosité symphonique de cette écriture qui va porter les voix, les porter et les emporter. Quand on entend au fond le Nessun Dorma qu'on a entendu tout à l'heure par José Carreras, il y a la mélodie, mais il y a l'orchestre qui va reprendre avec cette grande péroraison qui semble monter vers le ciel, vers les étoiles. C'est amusant que dans les émissions de télé-réalité ou pour accompagner les grandes prestations de patinage artistique, enfin dans ces moments où on a besoin d'avoir de l'émotion immédiate et en boîte, si je puis dire, comme par hasard, on va chercher Puccini. Mais tout à l'heure, vous avez passé au Mio Babino Caro, ça fait 2 minutes, et ces 2 minutes-là, c'est absolument tordant d'émotion. Si vous ne pleurez pas en entendant au Mio Babino Caro, c'est que vous avez un cœur de pierre. Ou que vous êtes un critique. L'un n'empêchant pas l'autre. Ça arrive parfois que ça soit les mêmes. Comment se traduit en quelque sorte l'apothéose de Puccini? Quel est le sommet de sa carrière? Le sommet de sa carrière, il est pour moi dans Tosca, qui réalise sans doute la synthèse la plus parfaite de la tradition et de la modernité, parce que il y a là, au fond, une histoire qui est une histoire extrêmement contemporaine, qui mêle le politique, le religieux et le désir sexuel. Pensez quand même que la fin du premier acte de Tosca se passe dans une église, on se rappelle d'ailleurs qu'il est d'une dynastie de compositeurs religieux, se passe dans une église où le chef de la police, pendant qu'on chante un Te Deum avec un chœur extraordinaire, ce chef de la police exprime à la fois sa volonté de coincer un révolutionnaire pour le tuer et de se saisir de celle qui est la maîtresse du révolutionnaire dont il veut qu'elle soit sa maîtresse. C'est-à-dire qu'il y a l'expression d'un désir
sexuelle au milieu d'une église. C'est assez peu courant. Ça a d'ailleurs fait scandale à l'époque, vous l'imaginez. Bien sûr. Presque tous les opéras de Puccini ont fait scandale pour une raison ou pour une autre. C'est Alors, quand même étonnant. pas Manon Lescaut, qui a été un succès. Déjà, la Bohème n'a pas été un aussi grand succès, mais n'a pas fait scandale. Mais à partir de Tosca, oui, ils font tous scandale. Mais pas forcément pour les mêmes raisons. Scandale de mœurs pour Tosca. Le scandale de Butterfly, c'est autre chose. C'est d'abord la construction qui était ratée en 2 actes. La preuve, 6 mois après, il l'a redonné en 3 actes et ça a bien marché. Les opéras n'ont pas les mêmes raisons de scandale. Non, et sûr. on ne peut pas dire que Turandot a fait scandale parce que malheureusement, il ne l'avait pas terminé. Oui, mais c'était pas destiné à cela. C'était déjà autre chose. Il était parti vers ailleurs avec Turandot. Reprenons-les peut-être, si vous voulez, en faisant un petit retour en arrière. C'est curieux d'avoir continué ce projet de Manon Lescaut, sachant que Massenet faisait la même chose. Oui, mais il a bien dit, peu importe que Massenet l'ait fait. Avant d'ailleurs Massenet, il y avait eu Aubert qui avait fait lui-même une Manon. Mais vous avez cité cette phrase qui disait « elle peut avoir suffisamment d'amende ». Mais je crois surtout qu'il pensait qu'il allait aller plus loin. Et pour vous dire la vérité, même si j'aime beaucoup Massenet, je pense que le Manon Lescaut est plus fort. Et je pense que le dernier acte de Manon Lescaut, avec cet air totalement bouleversant, Sola perduta abbandonata, est une des choses les plus émouvantes que Puccini ait écrite alors qu'il était encore dans sa jeunesse. Alors moi qui ai eu la chance d'aller très souvent à l'opéra, j'ai assisté à la Bohème il y a quelques, 4 ou 5 ans là maintenant, à l'Opéra Bastille. Bon, c'est régulier. Oui. Et je me suis surpris à être complètement bouleversé. Mais oui, parce que l'histoire est bouleversante. Après avoir entendu tant d'opéras, mais là j'avoue que cette histoire m'a complètement retourné. Je connaissais bien la Bohème, mais on peut dire que c'est une œuvre qui embarque complètement. Parce que c'est un mélodrame au sens le plus fort. C'est ce fameux mélodrame où Margot va pleurer, et c'est vrai qu'on pleure. C'est une histoire touchante. Un groupe d'étudiants, tout d'un coup il y a un des étudiants qui est aussi poète, qui rencontre une petite cousette. Ils s'aiment, tout pourrait se passer bien, mais la malédiction de l'époque, la phtisie, c'est-à-dire la tuberculose, qui est l'équivalent du sida à notre époque, vient frapper la malheureuse et il se retrouve, alors qu'il a voulu l'éloigner pour ne pas finalement l'entraîner dans sa déchéance sociale, il se retrouve et elle va mourir auprès de lui. Et quand il crie à la fin « Mimi, Mimi », si on n'est pas bouleversé quand il tombe sur son lit. Là, on a vraiment tout ce qui fait l'émotion même. Les pianissimos de la partition. C'est tout à fait extraordinaire, à condition qu'il soit bien interprété. Oui, alors voilà, ça suppose une interprétation Ça suppose des grandes voix et qui sachent intégrer l'émotion. Par exemple, pour la Mimi de la Bohème, quand on entend Mirella Freni, eh bien évidemment on est au sommet. Extraordinaire. Il y a un enregistrement avec Mirella Freni, Luciano Pavarotti, dirigé par Karajan. Absolument indépassable. Nous sommes tout à fait d'accord. Alors, cette inspiration, il va la chercher loin, au Japon avec Madame Butterfly. Qui pour le coup ne supporte pas la médiocrité. Hein. Je ne dirais pas dans quelle grande capitale européenne, avec l'équipe, nous avons eu l'occasion d'assister à une Madame Butterfly massacrée, si je puis dire. C'est horrible ça pour le coup. Bon. Ça peut être, oui, ça peut être au Far West avec la Fanciulla del West. La Fanciulla del West qui est créée à New York avec quand même Caruso dans le rôle principal. Amy Destine et Caruso. Bon. Et puis, les 2 grandes œuvres de la fin. Alors, on va parler du triptyque dans un instant. Et puis, ça va nous permettre aussi d'évoquer les aspects plus sombres d'une vie qui n'a pas manqué, malheureusement, d'accidents. Je dis malheureusement, c'est peut-être là aussi que c'est nourri le maître et que c'est alimenté son génie. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est une émission musicale en ce dimanche après-midi sur Europe 1 jusqu'à 15h. Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de Giacomo Puccini avec votre invité Alain Duhaut, qui est auteur du dictionnaire amoureux illustré de l'opéra, paru chez Grund. Alors, je disais que cette vie de Giacomo Puccini n'avait pas été sans zone d'ombre, loin de là. D'abord, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime les plaisirs, notamment les plaisirs de la table, et ça va faire de lui un monsieur un peu obèse sur la fin, il faut bien le dire. Et il aime aussi les plaisirs de la chair. Alors cette fois, C-H-A-I-R. Il aime tout, oui. Tous les plaisirs de toutes les sortes de chair. Il aime aussi le tabac, beaucoup trop, ça contribuera à sa mort. Oui, quand il était à Torre del Lago, par moment, quand il partait pour soi-disant
aller tirer la grive, Elvira savait que cette grive pouvait être avec des jupons. Oui. Et c'était le cas. Et il avait ce besoin de séduire, qui était aussi un besoin de reconnaissance, parce que c'était un homme qui doutait. Et la position du séducteur, c'est souvent la position de quelqu'un qui veut être rassuré dans l'œil de l'autre. Et précisément, il séduisait, il y a des exemples célèbres, il séduisait un jour dans le train, entre Milan et Torre del Lago, une jeune femme, simplement pour, dit-il dans une de ses lettres, qu'il se sente aimé. Mais il a écrit une lettre, d'ailleurs, tout à fait étonnante à Elvira, à son épouse, qui lui reprochait en permanence ses Freuden supposés, puisqu'elle n'avait jamais la preuve réelle, mais elle avait quand même beaucoup de raisons de le penser. Et il lui a dit, mais tu sais, c'est un sport auquel tous les hommes, peu ou prou, s'adonnent pour se rendre compte qu'ils ne sont pas trop vieux et pas trop cabossés. Mais oui, c'est une façon de se rattacher à la vie. Il avait besoin de ça. Il doutait tout le temps, vous savez. Il doutait aussi, rapporte-t-on, à toutes les répétitions de ses opéras, parce que quand il entrait en répétition, il se disait non, c'est pas ce que j'aurais dû faire, c'est pas ce que j'aurais dû faire en permanence. Et il était, comme sont souvent d'ailleurs les créateurs, quand vous publiez un livre, au moment où vous regardez les épreuves, on se dit non, j'aurais les regrets et les repentirs. Voilà. Eh bien, il était en permanence dans cela. Et même quand ça marchait bien, il affichait sa certitude par des achats. C'est amusant. Le premier grand succès, il s'achète une bicyclette. Le deuxième, il s'achète une grande voiture. Vous savez qu'il était passionné d'automobile. Il a eu une collection de Dion Bouton dans la maison de Torre del Lago. On voit toutes les photos. Il pose à côté de ces grandes voitures. Ça lui a d'ailleurs valu un problème une fois, parce qu'il a eu un accident de voiture au moment où il composait Butterfly. Mais il avait besoin aussi de ces signes extérieurs qui l'assuraient de sa réalité, au fond, de son existence de compositeur reconnu. La vie avec Elvira a été très dure. La vie avec Elvira c'était quand même très orageux, tout ça. Oui, d'abord parce que Elvira était bien placée pour savoir qu'il pouvait séduire des femmes mariées, puisque c'était son cas. Quand il l'a rencontrée, elle était mariée, elle avait 2 enfants. Et donc, elle savait qu'il avait cette propension, et elle était devenue une sorte de paranoïaque. Vous avez raconté l'histoire de Dora Manfredi, c'est une histoire terrible, parce que cette malheureuse petite jeune femme de 18 ans a subi toutes les avanies. Elle allait sur le marché, elle l'insultait, c'est une prostituée, etc. Or, quand elle s'est empoisonnée, quand elle n'en pouvait plus, on a fait une autopsie, elle était vierge. Donc on sait qu'elle n'a jamais été la maîtresse de Puccini. Donc évidemment, pour lui, c'est devenu assez invivable, et il se retirait de plus en plus souvent loin de Torre del Lago, sous prétexte de trouver la tranquillité pour composer, mais aussi pour pouvoir mettre de la distance entre cette femme qui était devenue un peu, hystérique. Ce début du XXe siècle est celui des grands voyages. Ils sont toujours par voies et par chemins, tous ces grands compositeurs. Oui, mais lui d'ailleurs, il voyage aussi plus dans l'imagination, parce qu'il écrit un opéra qui se passe au Japon, il n'est jamais allé au Japon, il écrit un opéra qui se passe en Chine, il est allé aux États-Unis quand même. Oui, il est allé aux États-Unis. Mais il s'est très documenté. Vous savez que pour composer Butterfly ou pour composer Turandot, il est allé au British Museum, il a demandé aux ambassadeurs des pays respectifs toute une série de documentation pour connaître les coutumes. C'est-à-dire que c'était aussi quelqu'un de très minutieux. Comme toujours, ceux qui ont l'apparence comme ça d'une décontraction sont ceux qui travaillent beaucoup. Vous savez ça, vous? Oui, je ne sais pas si je travaille tant que ça, moi. Non, quand même un petit peu. Il y avait chez Puccini une tendance à l'excès. Oui. Et notamment avec le tabac, qui va être la grande affaire de sa vie, le tabac. Mais le tabac, c'est aussi le révélateur d'une frustration. Ça sert à rien, le tabac. C'est ça. On peut le dire à tous les gens qui fument. Mais c'est la possibilité, quand on est adolescent, de, comme on dit, prendre une contenance. On ne sait pas où mettre ses mains, alors on fume. Et puis ensuite, on en garde le malheur, si j'ose dire, parce qu'on sait que ça ne fait pas vraiment du bien. Et on sait d'ailleurs qu'un certain nombre de gens, quand ils ont un vrai problème, même ils ont arrêté de fumer, ils se remettent à fumer, parce que ça vient compenser quelque chose qui ne va pas. Et il y a évidemment chez Puccini en permanence ce tabac qui vient compenser quelque chose d'autre. Le tabac, ça peut être pour certains le tabac, d'autres l'alcool ou la drogue, mais ça vient compenser un manque intérieur, une frustration essentielle dont il est constitué. Oui, et dont il a fait peut-être
un des atouts de son art. Oui, bien sûr. Ce cancer de la gorge vient du tabac, Alors, ce cancer de la gorge vient assurément du tabac. Il y a une petite anecdote qui est révélatrice. Un jour, il se dirige pour une tournée qui va l'emmener en Allemagne et il s'arrête dans une petite ville à Ingolstadt. Il s'enquiert de savoir quel est le meilleur restaurant parce que c'est toujours la même raison et il fait un dîner avec des amis, un très bon dîner dans lequel il mange un canard et il y a un os de canard qui se coince dans sa gorge. Alors, est-ce que c'est le point de départ ou le révélateur? Toujours est-il que c'est à partir de ce moment-là, effectivement, il va souffrir de plus en plus de la gorge et il va mourir de ce cancer de la gorge. Il ne terminera pas donc Turandot. Mais c'est très beau cette idée de Toscanini. Vous savez, Toscanini quand même a compté... pose la baguette. Mais Toscanini a compté pour lui. Parce que qui a créé la bohème? C'était un jeune chef inconnu qui s'appelait Toscanini en 1896. Là, il n'était pas le grand Toscanini de 30 ans après, de 1926. Mais quand il pose la baguette et qu'il se retourne, vous imaginez la tension. Il est mort depuis 18 mois. Tout le monde attend cette révélation et tout d'un coup, il s'arrête. Le maestro en était là quand il est mort. Et c'est tout à fait étonnant parce que c'est cette scène, ce moment tellement bouleversant de la mort de Liu, cette jeune femme qui va mourir par Doria, amour. Mais bien sûr, qui va mourir par amour, qui va se sacrifier. Merci infiniment Alain Duhaut. Je rappelle que votre dictionnaire amoureux de l'opéra est réédité en version illustrée chez Grunt. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.